Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et avec Arthur Berda. Donc Arthur, bonjour. Bonjour Bernard. Arthur, vous souhaitez revenir ce matin sur la fameuse réinvention d'Emmanuel Macron. Bon, apparemment, d'après ce qu'on a compris, ce n'est pas vraiment celle qu'on attendait. Oui, car avec Emmanuel Macron, on a découvert que la réinvention, ça n'était ni le renoncement, ni le reniement, mais le remaniement. Parce que le président l'a dit, il ne compte reculer sur rien, ni la réforme des retraites, ni la réforme de l'assurance chômage. Peut-être aurez-vous l'occasion d'en parler avec la ministre du Travail dans un instant. En revanche, Emmanuel Macron, il compte remanier et il compte le faire à tous les étages de la Macronie, de l'Élysée à l'Assemblée, en passant par Matignon. À l'Élysée d'abord, puisque c'est là que tout se joue dans la Ve République, eh bien, les bureaux se vident les uns après les autres. Dans les prochaines semaines, ce sont deux inconnus du grand public, mais deux rouages essentiels de la présidence qui vont faire leur carton. Il s'agit de Joseph Zimet, le patron de la communication, et de Philippe Grandjean, le conseiller spécial. Joseph Zimet, c'est un haut fonctionnaire, un historien. Il avait été nommé à ce poste il y a moins d'un an pour débunkériser l'Élysée après le verrouillage théorisé par ses prédécesseurs Sibeth Ndiaye et Sylvain Faure. Et Philippe Grandjean, lui, c'est un ancien cadre de la CFDT, un proche de François Hollande, qui accompagnait Emmanuel Macron depuis la campagne. Avec ces départs, c'est donc une page qui se tourne pour Emmanuel Macron, mais c'est surtout une page qui s'ouvre, celle de la conquête, celle de la reconquête, celle, vous l'aurez compris, de la campagne vers 2022. Et dans cette course, pas question de laisser la moindre place au hasard. Il faut une équipe de combat. Alors, le terme est galvaudé, certes, mais le message est clair. Il faut des gens prêts à descendre dans l'arène, des gens prêts à sauver le soldat Macron. Bref, il faut du sang neuf. Donc, si j'ai bien compris, il y a ceux qui sortent, certes, et puis il y a ceux qui entrent, et là, c'est très intéressant, ce qui pourrait se passer. Tout à fait. Et ces arrivées, elles ont déjà commencé d'ailleurs. À Matignon, ça n'a échappé à personne. Le Premier ministre, Jean Castex, a remplacé Édouard Philippe. Il est arrivé avec deux proches conseillers d'Emmanuel Macron dans ses valises. Idem pour Gérald Darmanin à Beauvau et Éric Dupond-Moretti à la Chancellerie. Les deux ministres ont hérité des deux chefs de cabinet d'Emmanuel Macron pour les épauler. Et puis le reste, ça va désormais se jouer dans la majorité, au parti et au groupe. Au groupe, d'abord, à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre va rendre les clés de sa présidence. Et les appétits s'aiguisent déjà pour lui succéder. François de Rugy est candidat. Il sera d'ailleurs sur Radio Classique la semaine prochaine. Il sera sur Radio Classique la semaine prochaine. Gilles Legendre, il était sur Radio Classique la semaine dernière. Et puis Christophe Castaner, qui a visiblement très envie d'être candidat, peut-être sera-t-il aussi l'invité de Radio Classique prochainement. Et puis après, il y a tous les autres députés qui attendent de savoir s'ils seront promus ou non secrétaire d'État pour se positionner. Et parmi ces députés, il y a Stanislas Guerini, le patron de La République En Marche, dont on ne sait pas s'il intégrera le gouvernement. En tout cas, son avenir à la tête du parti semble compromis. Certains de ses collègues lui reprochent de n'avoir jamais vraiment réussi à incarner le mouvement. Et donc, là encore, on se positionne en coulisses. L'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui ira sur les plateaux pour rivaliser avec Marine Le Pen ou avec Jean-Luc Mélenchon. Preuve que la réinvention, finalement, ça n'est ni plus ni moins que faire campagne. Je vous rappelle, Arthur Berda, que M. Guérini, qui était là la semaine dernière à ce micro, a dit, moi je suis candidat à strictement rien, je suis très bien là où je suis. Donc on verra bien s'il tient le coup ou pas. Merci beaucoup Arthur Berda, je vous souhaite un bon week-end, vous revenez lundi. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute, merci beaucoup. Il est 8h14 exactement, voici l'invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette. C'est Elisabeth Borne, la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame Borne, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous. Le plan Un jeune, une solution est destiné aux 750 000 nouveaux arrivants sur le marché du travail, des jeunes donc qui sortent de formation, qui seront là au mois de septembre. Comment envisagez-vous de faire en sorte que tous ces jeunes, vu la situation économique, ne finissent pas à Pôle emploi? Écoutez, c'est bien le sens du plan qui a été présenté hier. On a, comme vous le dites, 750 000 jeunes qui vont arriver sur le marché du travail et puis on a déjà des centaines de milliers de jeunes qui n'ont pas d'activité. Et donc l'objectif, et ça tenait à cœur au président de la République et au gouvernement de présenter ce plan maintenant, c'est de renvoyer l'ascenseur à ces jeunes, à notre jeunesse, à qui on a demandé beaucoup d'efforts pendant le confinement pour protéger nos aînés. Aujourd'hui, on veut vraiment les assurer qu'on prend en compte chaque situation individuelle et qu'on a une réponse adaptée
pour les amener vers l'emploi. Est-ce que, comme l'écrit aujourd'hui en une Les Échos, il y a dans ce plan jeune une part de retour des emplois aidés? Pour une part, oui. Je le redis, c'est une réponse à des situations qui sont par nature très différentes. Donc il y a une partie des réponses qui s'adressent aux jeunes qui auraient dû rentrer sans difficulté dans une entreprise. Oui. Et là, les entreprises hésitent. Elles peuvent effectivement avoir des interrogations sur ce que va être la conjoncture. Donc on a une première partie qui est d'encourager l'embauche des jeunes avec effectivement des incitations financières. On a une prime de 4 000 € par an pour l'embauche d'un jeune jusqu'à 2 SMIC sur un CDI ou un CDD de plus de 3 mois. On encourage aussi l'apprentissage, les contrats de professionnalisation, avec là encore une prime de 5 000 € pour un mineur et puis 8 000 € pour un majeur. Donc on a ces réponses qui visent à booster les dispositifs qui marchent comme l'apprentissage. On s'intéresse aussi aux jeunes qui n'ont pas forcément la bonne formation pour entrer au mieux sur le marché du travail. Donc on a 200 000 formations qualifiantes. Oui. Donc ça va être des formations relativement longues qui vont se finaliser avec un certificat de qualification ou un titre professionnel. Et puis on s'occupe aussi des jeunes plus éloignés de l'emploi. Et là, c'est 300 000 parcours ou contrats d'insertion. Et selon la situation du jeune, ça peut être aussi des contrats aidés, mais je pense que c'est important de le dire. D'abord, c'est pas massivement des contrats aidés. On n'est pas en train de retomber dans le traitement du chômage à coup de contrats aidés. Non, c'est 200 000. On veut, effectivement, c'est 120 000 contrats aidés supplémentaires. Et on sera très exigeant sur le fait que ce sont des vrais parcours vers l'emploi. Donc avec un accompagnement, des formations pour que le jeune puisse ensuite passer sur des emplois pérennes. Madame Borne, j'ai lu dans la presse ce matin des critiques de ce plan, forcément, il y a toujours des critiques à toute annonce, qui disent c'est fort bien, puis c'est 6,5 milliards d'euros quand même sur 2 ans, c'est pas une Absolument, enveloppe... c'est un triplement de l'argent qu'on consacre habituellement pour ces jeunes. Les critiques disent, nous on ne voit pas comment la technostructure sera aidée, parce que c'est bien joli de vouloir aider 700 000 jeunes à trouver du boulot, mais est-ce que les centres d'apprentissage, Pôle emploi, etc. auront aussi des moyens supplémentaires? Parce qu'ils vont être sollicités dans ce plan, massivement. Mais je vous confirme que, par exemple, quand on dit qu'on veut développer l'accompagnement très personnalisé pour les jeunes de Pôle emploi, il y aura évidemment des moyens à Pôle emploi pour le faire. Donc c'est vraiment un plan global qui vise à apporter une réponse à chaque jeune en fonction de sa situation. Madame Borne, il y a aujourd'hui 4 400 000 chômeurs en France de catégorie A, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucun emploi. Aucun, zéro. Et si on compte ceux qui ont un petit emploi de temps en temps, ça fait 6 200 000. Avez-vous une projection, même grâce à ce plan Un jeune, une solution, du nombre de chômeurs en septembre, vu la situation économique? Écoutez, on est forcément, comme tous les économistes, en train de constater qu'on a beaucoup d'incertitudes. Ça redémarre, mais vous voyez, doucement. Alors ça redémarre bien. Par exemple, l'activité partielle entre le mois de mai et le mois de juin a été divisée par 2. Donc ça veut dire que l'activité repart, mais il y a évidemment beaucoup d'incertitudes. Et puis on n'est pas en train de rester les bras croisés en se disant qu'il y a de l'incertitude. On lance un plan de relance de 100 milliards d'euros. On a déjà présenté des plans sectoriels, par exemple dans l'automobile, pour encourager à l'achat de véhicules propres. Et on aura un plan de relance aussi qui vise justement à accélérer le redémarrage de notre économie pour créer des emplois. Donc vous n'imaginez pas quand même que le chômage puisse être plus bas en septembre qu'il n'est aujourd'hui, mais peut-être que l'accélération peut freiner. Écoutez, on veut tout faire, effectivement, pour éviter les suppressions d'emplois. On le fait en relançant l'économie, on le fait aussi en mettant en place des nouveaux dispositifs. On publiera la semaine prochaine le décret qui met en place une activité partielle de longue durée. On sait qu'il y a des secteurs économiques qui sont repartis, et puis il y en a d'autres dont l'activité va être durablement en dessous de ce qu'elle était avant la crise. Je pense par exemple à l'aéronautique. Eh bien là, il faut trouver des outils, c'est ce qu'on fait avec l'activité partielle de longue durée, pour que les entreprises puissent garder les salariés, garder les compétences, pour être prêts quand l'économie repartira. Donc vraiment, on a à la fois des outils pour stimuler la demande comme on l'a fait dans l'automobile, pour améliorer la compétitivité, la performance des entreprises, et puis pour leur permettre de garder au maximum les salariés,
les compétences. Elisabeth Borne, vous avez travaillé donc avec Édouard Philippe, vous étiez dans son gouvernement, maintenant vous êtes avec Monsieur Castex. Ils parlent pas de la même manière, ces deux hommes politiques. Monsieur Castex disait hier, il s'agit de ne pas sacrifier une génération, donc tous ces jeunes, éviter que les jeunes morflent en premier sur le terrain de l'emploi, et il dit, moi je veux mettre le paquet tout de suite. Ça vous change quelque chose, à part sa manière de parler? Écoutez, je crois que c'est un très homme concret. Totalement différent. Je crois que c'est très concret et on a à cœur, il reste 600 jours, comme ça a été dit, d'être efficace, de travailler avec tout le monde. Ce plan jeune, vous savez, quand on dit un jeune, une solution, on met des moyens massifs sur la table, mais évidemment, c'est pas à Paris qu'on va régler la situation individuelle de chaque jeune. Donc, moi, je porte aussi le fait que c'est dans le dialogue social. Je verrai tout à l'heure les partenaires sociaux pour parler du plan de relance en général. C'est sur le terrain, avec les collectivités, avec les acteurs de l'insertion qu'on va réussir, et c'est ce que porte Jean Castex. Alors parlons-en justement des partenaires sociaux, puisque les syndicats sont pas très contents de la façon dont ils ont compris le report de la réforme de l'assurance chômage. Donc tout ça s'est reporté à janvier 2021 au plus tôt, c'est comme la réforme des retraites, mais ils ont compris aussi que en matière de réforme de l'assurance chômage, ceux qui ont perdu leur emploi entre novembre dernier et août 2020, août prochain, ne sont pas concernés par ce report. Est-ce qu'ils ont raison? Alors écoutez, et si oui, pourquoi? Moi je pourrais réexpliquer. Alors il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Non, mais on s'est engagé à différer l'entrée en vigueur de cette réforme, dont on continue à penser, et je le pense, que c'est une bonne réforme, mais le contexte a totalement changé. Complètement. Donc, on veut effectivement que les mesures n'entrent pas en vigueur, celles qui étaient prévues au 1er septembre, on les a reportées en janvier 2021. Mais pas pour tout le monde. Mais on est aussi face à une réalité, vous savez, c'est pas comme si j'étais là depuis 6 mois et qu'on ait bien préparé tout ça. Donc, on a fait au mieux, en s'assurant qu'on met en place un dispositif pour l'avenir qui va marcher, qu'on va pas bricoler les systèmes d'information de Pôle emploi. Et j'ai eu l'occasion de le redire aux syndicats, on tient les engagements qu'on avait pris, c'est-à-dire qu'on revient sur la dégressivité, on ne met pas en œuvre le nouveau mode de calcul sur l'allocation chômage, on revient aussi sur la période nécessaire pour bénéficier d'une allocation chômage, et on le fait aussi au mieux pour que le dispositif soit opérationnel au plus vite. Oui, mais il y a quand même quelques dizaines de milliers de personnes, ceux concernés par ce créneau de temps, qui seront perdants. Moi, je vais pouvoir en reparler, je vous dis, avec les syndicats. Vous savez qu'on avait gelé beaucoup de dispositions pendant le confinement, donc je pense que le problème ne se pose pas, mais j'aurai l'occasion de le redire aux syndicats tout à l'heure. Mais ça ne vous inquiète pas particulièrement, c'est pas pour ça qu'il y aura des cortèges de dizaines de milliers de gens dans la rue en septembre. Vous allez trouver un accord. Moi, je fais confiance au sens des responsabilités des partenaires sociaux. On est face à une crise inédite, on sort d'une crise sanitaire où on est encore dans une crise sanitaire qui est totalement inédite. On a une crise économique et sociale devant nous. C'était aussi le sens des rencontres que Jean Castex a eues avec les partenaires sociaux, que moi j'ai régulièrement avec eux, pour se dire que je crois que les Français aujourd'hui attendent de nous qu'on travaille ensemble pour apporter des solutions aux Français, et je fais confiance au sens des responsabilités des partenaires sociaux. Madame Borne, est-ce que avec le ministre de la Santé, Monsieur Véran, si effectivement le Covid-19 repart en flèche, comme c'est le cas aux États-Unis ou ailleurs, ici en France, on fait tout pour que ça ne se passe pas, mais ça peut, on ne sait jamais. Est-ce que vous, qui êtes ministre du Travail, et lui, qui est ministre de la Santé, pourriez obliger, par exemple, les salariés d'entreprise à porter un masque aussi sur leur lieu de travail, plutôt que simplement dans les lieux publics? Est-ce que tout ça fait partie de la réflexion globale? Alors, vous savez, ce virus, on a appris à être agile, à s'adapter en fonction aussi de ce que nous disent les scientifiques. Mais aujourd'hui, dès maintenant, il y a un protocole sanitaire qui s'applique dans les entreprises, qui demande d'appliquer les gestes barrières que tout le monde connaît maintenant, qui prévoit que si vous n'êtes pas en mesure de garantir que les salariés respectent la distanciation physique, alors on porte le masque. Donc ces règles, elles existent d'ores et déjà dans les entreprises. Bon, donc il n'est pas question pour l'instant de les renforcer. Un dernier mot tout de même, Madame Borne, je reviens à ce plan, donc un jeune, une solution, donc 6,5 milliards d'euros sur 2 ans, plus des milliards qui sont tombés de partout, etc. depuis 3 mois, parce qu'il faut effectivement beaucoup d'aide à une économie flageolante comme la nôtre. Au fond des choses, contrairement à ce que dit Macron, c'est quand même nous qui allons payer un jour ou l'autre. Alors, vous savez c'est les finances publiques, tout ça. Donc c'est les contribuables, c'est vous, c'est moi. Je pense que
on a d'abord 40 milliards d'euros qui résultent de l'accord qui a pu être trouvé au Conseil européen. Et puis on a effectivement une dette exceptionnelle qui appellera un traitement exceptionnel. C'est aussi des investissements qu'on est en train de faire pour avoir un pays plus fort, une économie plus forte, des emplois mieux protégés. Et cet investissement, il me semble absolument indispensable aujourd'hui pour faire repartir notre économie, pour protéger le maximum d'emplois. Merci beaucoup en tout cas Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion sur Radio Classique. Ce vendredi matin, passez un bon week-end Madame Borne. Et donc le dernier conseil des ministres mercredi, je crois, et après les vacances. Oui, peut-être pas. Quelques jours, voilà. On verra bien. Merci beaucoup, bon week-end. Il est 8h26 exactement. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique. Laurent Saïm, dans un instant pour sa lettre d'Amérique. Et au-delà, la revue de presse, à tout de suite.